Mon patron m'a volé 2 millions d'euros et a fait porter le chapeau à moi seul. En un instant, j'ai tout perdu. L'administration fiscale a débarqué chez moi, mes comptes ont été gelés, et mon nom s'est retrouvé en une d'un scandale financier. Mais le vrai cauchemar a commencé quand ma femme m'a quitté, pour lui. Elle est partie avec notre fils, sans un mot. Ce qu'il ne savait pas? Je n'allais pas sombrer sans me battre. Et quand j'ai découvert la vérité et qu'ils avaient tout orchestré à deux, j'ai juré qu'ils paieraient. Jusqu'au dernier centime. Tout a commencé par un audit de routine dans l'entreprise. Rien d'inquiétant pour moi. Cela faisait 6 ans que je bossais chez Galecia Conseil, une boîte de stratégie financière à Lyon. J'étais monté en grade petit à petit, d'analyste junior à directeur de la stratégie. J'étais méticuleux. Je ne trichais jamais. Je contrôlais tout 2 fois. Et mon patron, Bernard Callier, m'avait même offert ma dernière promotion. Le genre d'homme charismatique, toujours tiré à 4 épingles, qui serre les mains comme s'il était déjà en campagne électorale. Mais derrière le costume, il y avait toujours ce petit quelque chose, glissant. Ce matin-là, Bernard m'a convoqué dans son bureau. Il souriait, mais ça sonnait faux. « On a un souci », m'a-t-il dit en glissant un dossier vers moi. « L'équipe d'audit a trouvé une anomalie de 2 millions d'euros. Dans ton service. » Je feuillette le dossier. Ma signature. Mes codes d'accès. Mes horaires de connexion. 3 virements massifs vers une société écran que je ne connaissais pas. J'ai senti mon estomac se retourner. C'est pas possible. Bernard s'est levé, s'est planté devant la fenêtre. Ils vont vouloir un coupable, Nathan. J'essaie de t'aider. Si tu coopères, tu pourrais éviter les poursuites. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un avertissement. C'était un piège. Je suis sorti de son bureau comme un zombie. Mon téléphone a vibré. C'était Laura, ma femme. Rentre tout de suite. Quand j'ai franchi la porte, elle faisait sa valise. Notre fils, Jules, 5 ans, était assis sur le canapé, son doudou dans les bras, l'air perdu. Laura ne m'a pas laissé le temps de parler. Je peux pas, Nathan. Ils disent que t'as volé des millions. Je laisserai pas Jules grandir avec un escroc. J'ai tenté de lui expliquer. De la supplier. C'est pas moi. C'est Bernard. Il me piège. Mais elle m'a juste regardé, glaciale. Tu vois le mal partout. T'as toujours été parano. Et puis elle a lâché la phrase qui a tout fait basculer. Bernard nous aide. Il nous a trouvé un avocat. Il est là pour nous, lui. Je suis resté figé. Comment ça, il est là? Elle n'a pas répondu. Elle a juste pris la valise. Et elle est partie avec mon fils. Cette nuit-là, je suis resté assis par terre, à relire chaque ligne du dossier de Bernard. Chaque fausse opération. Chaque ligne de code. Et plus j'avançais, plus je comprenais, il m'avait piégé depuis des mois. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Laura ne m'avait pas seulement quitté. Elle l'avait rejoint. Et ils pensaient que j'allais m'écraser. Ils allaient découvrir qui j'étais vraiment. Je suis devenu invisible pendant une semaine. J'ai coupé mon téléphone, quitté mon appartement, et effacé toute trace. Les agents de la brigade financière étaient déjà passés une fois. Je savais que la prochaine visite, ce serait les menottes. Mais je ne fuyais pas. Je préparais ma riposte. J'ai récupéré chaque tableau Excel, chaque email, chaque message Slack que Bernard m'avait envoyé. Grâce à un vieux disque dur de sauvegarde de notre réseau interne, j'ai pu tracer l'entreprise écran Clearwater Patrimoine. Une coquille vide enregistrée à une boîte postale à Annecy. Mais ce qui m'a fait bondir? 2 virements supplémentaires, espacés d'une semaine, vers un compte au nom de Laura Mitchell. Ma femme. Un coup de massue. Non seulement Bernard me piégeait, mais elle en profitait. Il me fallait des preuves. Des preuves solides, exploitables. Alors j'ai pris un risque. J'ai appelé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, un Malik Guérin. Un ancien collègue. Renvoyé pour avoir frappé un directeur lors d'une soirée de fin d'année. Mais un a du piratage. Tu me dois un service, je lui ai dit. Tu disparais 3 ans et maintenant tu veux que je t'aide à pénétrer dans les serveurs de ton ancienne boîte? Bernard Callier blanchit de l'argent. Et il a embarqué ma famille. Laura est impliquée.
Un silence. Ok. Ce soir, à minuit. Parking souterrain rue Montluc. On s'est retrouvé dans un vieux resto routier en bordure de périph'. Je lui ai tout montré. Malik a écouté, attentif, frottant sa barbe. Laisse-moi 36 heures. Tu es sûr qu'elle est dedans? J'ai sorti mon ordi. J'ai affiché le numéro de compte. Il a hoché la tête. D'accord. On va l'écouler. Pendant que Malik fouillait les archives sécurisées de Galesia Conseil, moi, j'ai remonté la trace de Laura grâce au log GPS de notre SUV et elle l'avait utilisé juste avant de disparaître. Un endroit m'a sauté aux yeux, une villa dans les hauteurs de Caluire, inscrite au nom d'une fiducie. En creusant, j'ai découvert que cette fiducie était liée à l'avocat personnel de Bernard. J'ai à peine dormi. Chaque découverte me brisait un peu plus. Mais je continuais. 2 jours plus tard, Malik m'a appelé. J'ai ce qu'il te faut. Mais ça va piquer. On s'est retrouvé dans un parking souterrain. Il m'a tendu une clé USB. Des mails entre Bernard et Laura. Depuis 6 mois. Ils ont tout planifié. Elle parle même de ton obsession du contrôle comme prétexte pour te quitter. Elle était de mèche depuis le début. Je suis resté sans voix. Mon mariage. Mon boulot. Ma vie entière. C'était leur plan. Et aussi, a-t-il ajouté, Clearwater n'est plus une coquille. Bernard s'en est servi pour acheter un portefeuille immobilier sous un autre nom. Il prépare sa fuite. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'irai pas voir la police. Pas tout de suite. Je devais d'abord récupérer mon fils. Et ensuite, je les enterrerai tous les deux. Récupérer mon fils devenait ma priorité absolue. Je savais où se trouvait Laura, cette villa discrète à Caluire. J'ai loué un vieux fourgon blanc et me suis installé en planque, 3 jours durant, garé en contrebas. Une berline haut de gamme dans l'allée. Des livraisons de courses régulières. Et puis, vendredi matin, à 8h45, une femme est sortie de la maison, tenant la main de Jules. Mon fils. Il avait grandi. Les cheveux un peu plus longs. Mais c'était bien lui. Il souriait. Il avait l'air vivant. Mes mains se sont crispées sur le volant jusqu'à blanchir. Je ne l'avais pas vu depuis 3 semaines. 3 semaines qui m'avaient paru 3 ans. Je ne pouvais pas juste le prendre et partir. Sinon, je devenais exactement le fugitif qu'il voulait peindre. Il me fallait une méthode légale. Propre. Alors j'ai appelé la seule personne qui me croyait encore, ma sœur, Émilie. Émilie, c'est la rationnelle. Froide, parfois. Mais elle est avocate spécialisée en droit familial. Quand je lui ai montré les documents financiers que Malik avait sortis, les mails entre Laura et Bernard, elle a ouvert de grands yeux. C'est une escroquerie organisée. Laura n'est pas juste complice, elle est coauteure. Il me faut la garde de Jules. Immédiatement. Elle a pris une inspiration. Ce ne sera pas simple. Mais si on prouve que l'environnement actuel fait partie d'une opération criminelle, on peut obtenir une audience d'urgence. Elle a déposé la requête dans l'heure. Le lendemain matin, on était devant un juge, en audience privée. Émilie a tout présenté, les fausses transactions, les virements, les mails démontrant l'intention, et même un témoignage de Malik confirmant la traçabilité numérique. Moi, je suis resté assis. Silencieux. Le souffle court. Le juge a tout lu attentivement, puis a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il semble que l'enfant ait été retiré à son père de façon malveillante et sous de faux prétextes. Je vous accorde la garde provisoire immédiate. La police vous accompagnera pour la récupération. À midi pile, je me tenais devant le portail de la maison de Bernard avec 2 gendarmes et une ordonnance judiciaire en main. Laura est apparue en peignoir, les yeux gonflés. Pieds nus. Elle s'est figée en me voyant. « Jules n'est pas là », a-t-elle murmuré. Un des officiers s'est avancé. « Ce n'est pas ce que dit le voisinage, madame. Vous avez 2 minutes. » Son visage a changé. Fini les larmes. Fini la confusion. Juste un mur de glace. Très bien. 1 minute plus tard, Jules est arrivé à la porte avec un petit camion jouet dans les mains. Il m'a vu. Et a lâché son jouet. « Papa !» Il a couru vers moi. Je l'ai pris dans mes bras. Et j'ai fondu en larmes, là, sur l'allée.
Pour la première fois depuis des semaines, je respirais de nouveau. Laura, elle, ne disait plus rien. Elle nous regardait à travers la vitre. Mais ce n'était pas fini. J'avais récupéré mon fils. Maintenant, j'allais faire tomber Bernard et leur faire payer à tous les deux. Jules dormait paisiblement sur le canapé du salon d'Émilie, une couverture sur lui et son dinosaure en peluche serré contre sa joue. Il ne posait pas beaucoup de questions. Il m'avait simplement dit qu'il m'aimait, qu'il était content d'être rentré, et m'avait demandé si on allait vraiment rentrer à la maison. Je lui avais répondu que oui. Bientôt. Dans la cuisine, j'étais assis face à Émilie, la clé USB de Malik dans les mains. Mes doigts tremblaient. Pas de peur. De lucidité. J'avais mon fils. J'étais prêt à m'attaquer à la suite. Émilie me servit un café. Il faut aller au fédéral. Ce dossier dépasse la police locale. Pas tant qu'on ne m'assure pas qu'ils seront inculpés. Elle hocha lentement la tête. Dans ce cas, il faut quelqu'un de neutre. Quelqu'un sans lien avec Galésia Conseil. Elle connaissait un procureur adjoint à Javier Nolan. Elle l'avait croisé sur une affaire de fraude bancaire quelques années plus tôt. Elle lui envoya un extrait du dossier dans la nuit. Et dès le lendemain matin, il nous appelait. Il voulait nous voir. Tout de suite. On a pris la route pour San Francisco. Dans son bureau, j'ai tout déballé, les virements, les faux documents, la société écran. Puis, j'ai sorti l'échange de mails dans lequel Laura écrivait « On doit sortir Nathan de l'équation pour de bon ». Il se pencha en arrière dans son fauteuil. « Vous comprenez, dit-il, que cela fait de votre femme non pas une simple complice, mais un acteur principal du montage. Si je poursuis Calier, elle tombe aussi. » J'ai hoché la tête. C'est le but. Il m'a fixé longtemps. Vous en êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Nolan a accepté d'ouvrir une enquête scellée. Mais cela signifiait silence absolu. Je ne devais rien divulguer. À personne. Pas même à eux. Je devais à nouveau disparaître cette fois avec Jules. Émilie a obtenu une autorisation exceptionnelle de relogement. On a loué un appartement meublé dans un coin tranquille de Marin. À Jules, j'ai dit qu'on partait en petites vacances. On passait nos journées entre balades, dessins animés et pizza. Mais chaque nuit, quand il dormait, j'étais devant mon ordi, à traquer les moindres mouvements de Bernard et Laura. Un matin, Malik m'a envoyé un message. Il bouge l'argent. Aujourd'hui. Bernard liquidait Clearwater. Un dernier transfert à 5 millions d'euros prévu vers un compte offshore aux îles Caïmans avant 16 heures. J'ai appelé Nolan. Il m'a juste répondu, timing parfait. Ce soir-là, pendant que Bernard dînait dans son club privé à Mornan, une douzaine d'agents fédéraux ont investi les lieux. L'arrestation fut rapide. Visible. Le genre d'événement qui fait la une. Mais je ne m'attendais pas à ce qui suivit. Nolan m'a appelé 2 heures plus tard. On a Bernard et Laura. Elle était avec lui. Même transfert. Même compte. Mon cœur s'est arrêté. Elle n'a même pas essayé de fuir. Elle pensait qu'on ne regardait plus. Qu'elle avait gagné. Je suis resté silencieux. Laura. La femme que j'avais épousée. La mère de mon fils. En menottes. Mais cette victoire n'avait rien de doux. Parce que maintenant, il fallait expliquer à mon fils que sa mère ne reviendrait pas. Jules était assis à la table de la cuisine, en train de colorier des dinosaures. Je l'observais, cherchant les mots. Les bons. Ceux qui ne détruiraient pas ce qui lui restait d'innocence. Mon grand, j'ai commencé doucement, il faut qu'on parle un peu de maman. Il releva la tête. Elle va venir ici? J'ai avalé difficilement. Non, pas pour l'instant. Son crayon s'arrêta. Elle est fâchée contre nous? Je secouai la tête. Non. Mais elle a fait de grosses bêtises. Des bêtises de grands. Et maintenant, d'autres adultes doivent l'aider à réparer. Il me fixa un instant. Elle est punie? J'ai hoché la tête. Oui. Il est resté silencieux. Puis, sans un mot, il a tourné la page et a continué à dessiner. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il a juste changé de couleur. C'était pire que tout. Pendant ce temps, l'affaire explosait. Le lendemain,
Les médias en faisaient leur une, Galésia Conseil, PDG et directrice financière arrêtés pour escroquerie à 5 millions d'euros. Sauf que je n'étais plus directeur financier. Et dans les premières versions, j'étais encore listé comme suspect. L'entreprise a publié un communiqué flou. Gestion de crise classique. Mais je m'en fichais. Nolan m'avait garanti, je n'étais plus une cible. J'étais le témoin clé. Cela dit, je savais que mon nom restait radioactif dans le monde pro. Et puis, le coup de massue, Laura prenait un avocat. Elle se battait. Pas pour la garde de Jules. Pour elle-même. Nolan nous a convoqués, elle affirmait avoir été manipulée par Bernard. Elle disait qu'elle avait eu peur, qu'il l'avait utilisée, trompée, isolée. Qu'elle n'avait fait que suivre. Mais les emails racontaient autre chose. C'était elle qui rédigeait les ordres. Elle qui orientait les virements. Elle qui couvrait ses traces. Je voyais clair dans son jeu. Elle comptait faire tomber Bernard pour sauver sa peau. Nolan avait besoin d'un dernier coup pour la bloquer. Je suis retourné chez lui avec une clé USB. Malik y avait extrait une vieille vidéo depuis une sauvegarde interne oubliée. On y voyait Laura. Seule. Face caméra. Elle souriait. J'ai redirigé le dernier virement. Nathan ne voit toujours rien. C'est presque amusant de le voir perdre pied. Je te dis quand je l'aurai sorti de la maison pour de bon. Froide. Sûre d'elle. Calculatrice. Nolan, pour la première fois, sourit. Elle ne s'en sortira pas. Ce soir-là, je me suis assis près de la fenêtre. Jules dormait, serrant encore ce fichu dinosaure. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de vengeance. Pas de triomphe. Du silence. Du vrai. Ils avaient voulu me broyer. Effacer mon nom, mon avenir, mon rôle de père. Mais c'était eux, désormais, qui allaient tomber. Et ce n'était pas fini. Parce que moi, je ne faisais que commencer. 2 semaines après leur arrestation, on a frappé à ma porte. Cette fois, je n'ai pas eu peur. J'ai ouvert calmement, Jules jouait dans le salon derrière moi. C'était un agent fédéral. Il m'a tendu une enveloppe scellée. Vous êtes convoqué pour témoigner devant un grand jury fédéral. Je m'y attendais. Mais ce que je n'attendais pas, c'était la seconde enveloppe. Destinée à Jules. Qu'est-ce que c'est? Une lettre. De sa mère. Transmise par son avocat. À l'intérieur, une feuille manuscrite. Du papier fleuri. Le genre de message plein de regrets soigneusement rédigés. Mais vide. Elle disait qu'elle était désolée. Qu'elle pensait à lui. Qu'elle espérait qu'il ne l'oublie pas. Elle ne parlait pas de fraude. Pas une fois. Juste de mauvaises décisions et d'avoir été influencée. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai brûlé dans la cheminée d'Émilie. Le jour de mon témoignage, on m'a escorté dans un bâtiment fédéral impersonnel, sans caméra ni journaliste. Une pièce froide, éclairée au néon, remplie de visages fermés. J'ai parlé pendant 2 heures. J'ai raconté la première alerte, les documents truqués, le changement soudain de Laura. J'ai remis les vidéos, les emails, les virements. Je n'ai rien retenu. Puis un membre du jury m'a demandé. À partir de quand avez-vous su qu'elle était impliquée? J'ai pris une seconde. Le jour où elle s'est servie de notre fils contre moi. 3 jours plus tard, les mises en examen sont tombées, escroquerie, blanchiment, obstruction à la justice, faux en écriture, association de malfaiteurs. Brian a tout pris. Mais Laura n'a pas été épargnée. Aucun accord. Aucun rabais. Et d'un coup, les médias ont corrigé l'histoire. Mon nom a été blanchi. Le conseil d'administration de Galésia a publié des excuses officielles bien trop tard, mais elles ont circulé. D'anciens suspects, je suis devenu le lanceur d'alerte. Des recruteurs ont recommencé à m'appeler. Mais je n'étais pas intéressé. Un matin, pendant que Jules regardait un dessin animé, j'ai reçu un appel inattendu. L'ancienne assistante de Bernard. Elle avait démissionné dès le scandale révélé. Je pensais que tu devrais savoir. L'avocat de Bernard commence à raconter que c'est toi le cerveau. Que Bernard et Laura ont été manipulés. J'ai ri. Ils essaient de réécrire le scénario? Ils paniquent.
Bernard rejette tout sur elle maintenant. Il dit qu'elle l'a piégé. Nolan me l'a confirmé, ils s'accusent mutuellement. C'est parfait. Mais il restait une dernière chose à faire. Je devais voir Laura. En face. Pas pour jubiler. Pas pour la fermer. Pour Jules. Ils l'ont amenée dans la salle de visite du centre pénitentiaire de Rennes. Combinaison orange. Menottée à la taille, les poignets liés par une chaîne. Elle semblait rétrécie. Éteinte. Tout ce qui la rendait tranchante avait disparu. Elle s'est assise derrière la vitre en plexi, a pris le téléphone. Moi, je ne bougeais pas. Elle a levé les yeux, suppliant, et a murmuré sans un son, « S'il te plaît ». J'ai décroché le combiné. Par curiosité, pas par compassion. « Nathan, dit-elle d'une voix rauque, t'étais pas obligé d'aller aussi loin. » « Non, ai-je répondu calmement. C'est toi qui n'étais pas obligé. » Elle a cligné des yeux, déstabilisée par mon calme. Je voulais pas que ça prenne cette ampleur. Bernard m'avait dit que tout irait bien. Que tu t'en remettrais. Que l'argent serait intraçable. Je ne répondais pas. J'avais peur, tu comprends? Il disait que t'allais te faire virer de toute façon. Que tu nous mettrais en danger. Il fallait que je protège Jules. J'ai levé les yeux. Tu m'as volé mon fils. Tu lui as fait croire que je l'avais abandonné. Tu mesures ce que ça lui a fait? Sa voix a flanché. Je voulais pas lui faire de mal. Tu ne lui as pas seulement fait du mal. Tu t'en es servi. Elle a reniflé bruyamment, ses mains entravées tremblaient. Je l'aime toujours, Nathan. S'il te plaît. Laisse-moi lui parler. Je la fixai droit dans les yeux. Non. Ses larmes ont coulé d'un coup. Mais ça sonnait faux. Un réflexe. Pas un remords. Je ferai n'importe quoi. Une lettre. Une vidéo. Juste pour qu'il ne m'oublie pas. Tu as eu une chance d'être sa mère, ai-je répondu. Tu l'as troqué contre des virements et des promesses d'impunité. Elle se mordit la lèvre inférieure. J'étais faible. Non, ai-je dit. T'étais volontaire. Et j'ai raccroché. Je suis sorti sans me retourner. Après ça, je me suis consacré à Jules. Je l'ai inscrit dans une nouvelle école, sous l'adresse d'Émilie. Il a commencé une thérapie douce, où on lui a expliqué que sa maman avait fait de très grosses erreurs, et qu'elle devait rester quelque temps dans un endroit pour les réparer. Un jour, il m'a demandé si elle reviendrait. Je n'ai pas menti. Je ne sais pas. Mais en réalité, je savais. Pas en tant que mère. Pas vraiment. Une semaine plus tard, Nolan m'a rappelé. La date du procès est fixée. Tribunal fédéral. Tu seras notre témoin principal. Je suis prêt. Mais ce qu'il m'a dit ensuite m'a glacé. Brian a demandé un procès sans jury. Il veut un juge seul. Ça veut dire qu'il croit encore pouvoir manipuler quelqu'un. Il tente un dernier coup. J'ai souri. Qu'il essaie. Parce que moi, j'avais quelque chose qu'il n'aurait plus jamais, une conscience tranquille, un fils qui me regardait comme un héros, et la vérité. Mais surtout, il me restait une dernière carte. Une preuve que je n'avais pas encore utilisée. Celle qui allait l'achever pour de bon. Cette dernière preuve, c'était un nom. Vincent Hale. Il ne figurait dans aucun des documents officiels liés à Bernard. Aucun virement. Aucun mail. Juste une seule chose, un message vocal. Récupéré par Malik à partir d'un fichier corrompu nommé A-Ba-Ne-Ba-Pa-Ba gardé. Dans l'enregistrement, la voix de Bernard était limpide. Dis à il que c'est fait. Le crétin est hors jeu, Laura est dans le coup, et le transfert vers les Caïmans passe vendredi. Après ça, on disparaît. Vincent Hale, c'était un gestionnaire de fortune privée et une ombre. Un expert pour faire disparaître ses clients et leur argent via un réseau complexe de sociétés dormantes et d'actions anonymes. J'ai donné son nom à Nolan. Il s'est redressé comme électrisé. Si on peut prouver qu'il gérait le flux d'actifs, on peut tout geler. Tout. Et c'est exactement ce qu'on a fait. En 48 heures, les agents fédéraux ont coordonné des perquisitions dans 4 régions. Les propriétés de Hale ont été fouillées. Ses serveurs saisis. Et le virement offshore? Gelé à mi-parcours. Le plan de fuite de Bernard?
Mornay. Le procès a débuté 2 semaines plus tard. Sans jury. Juste un juge fédéral au regard d'acier, réputé pour ne laisser aucune chance aux criminels à col blanc. Bernard est arrivé en costume 3 pièces. Comme s'il allait à un déjeuner d'affaires. Laura, elle, n'a pas osé croiser mon regard. Les procureurs ont déroulé les transferts frauduleux, la manipulation des comptes, la société écran, les mets entre Laura et Bernard, et enfin le lien avec Vincent Haïl. J'ai témoigné pendant 2 jours. 5 heures en tout. Posé. Clair. Inattaquable. Puis le juge s'est adressé directement à Bernard. Monsieur Callier, les preuves contre vous sont écrasantes. Votre tentative de réécrire l'histoire en accusant tour à tour votre employé puis votre complice démontre surtout une intention criminelle soutenue et cynique. L'avocat de Laura a tenté un accord, en pleine audience. Refusé net. À la fin de la semaine, les verdicts sont tombés. Bernard, coupable sur tous les chefs. 22 ans de prison. Sans possibilité de libération anticipée. Laura, coupable. 12 ans. Éligible après 8. Aucun des deux n'a parlé à l'annonce du verdict. Laura avait les yeux vides. Bernard, lui, avait l'air d'un homme qui réalisait enfin que le monde se fichait de sa montre hors de prix. À la sortie du tribunal, les journalistes se sont précipités. Des micros, des flashs, des questions. Mais moi, je ne ressentais rien de glorieux. Je ressentais que c'était fini. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Jules a couru vers moi, dinosaure en main. « Papa ? » ?»« Oui, mon grand. On peut rentrer à la maison maintenant ? » Je me suis accroupi. On y est déjà. Pour la première fois depuis des années, tout ce qui était faux, volé, tordu, avait disparu. Et ce qui restait, c'était le vrai. Juste lui et moi. Mais même à ce moment-là, je le savais. Ce n'était pas encore terminé. Parce que le monde m'avait vu tomber. Maintenant, il allait me voir me relever. L'actualité a tourné la page en quelques jours. Comme toujours. Un jour, on est un scandale national, le lendemain on disparaît dans les archives. Mais moi, je m'en fichais. Je ne voulais plus faire la une. Je voulais juste la paix. Tous les avoirs de Bernard ont été gelés. Villa, société écran, compte offshore. Tout. Et puis, un jour, Nolan m'a rappelé avec une nouvelle inattendue. Tu es éligible à une indemnisation. Je suis resté bouche bée. J'imaginais que tout était parti en fumée. Pas tout. Et il a accepté un accord, il collabore en échange d'une réduction de peine. Et grâce à lui, on a pu récupérer 2,1 millions. C'est à moi. Tu as perdu ton emploi, ta réputation, ta famille. Si quelqu'un le mérite, c'est toi. Je n'ai pas acheté de voiture de luxe. Ni de voyage. Ni de montre. J'ai acheté un terrain. Un coin de verdure, silencieux, en surplomb de l'océan près de La Rochelle. Et j'ai construit une maison. Un pavillon sobre, de plein pied, avec de grandes baies vitrées et pas de couloirs sombres. Un endroit où Jules pourrait grandir. Où on pourrait recommencer. J'ai ouvert un cabinet de conseil à domicile. Clientèle modeste. Projets honnêtes. Pas de combine. Émilie m'a aidé à le monter, et Malik est devenu mon associé technique. On n'avait pas besoin d'être gros. On avait juste besoin d'être propre. Un jour, Jules est rentré de l'école avec un petit devoir, ce qui rend ma famille spéciale. Il avait écrit une phrase. Mon papa n'a jamais abandonné. Je l'ai lu 10 fois. Pas un mot sur le procès. Pas un mot sur sa mère. Ni sur les nuits d'angoisse, ni sur les mois de cavale. Juste ça. Mon papa n'a jamais abandonné. Depuis, Laura m'écrit. Une lettre par mois. Je ne les ouvre pas. Elle pourra demander une libération conditionnelle dans 8 ans. Jules sera adolescent. Peut-être qu'il voudra comprendre. Peut-être qu'il cherchera des réponses. Ce sera son choix. Pas le sien. Pas le mien. Parfois, je me demande, si j'avais fermé les yeux au premier signal, si j'avais signé sans relire, ignoré les doutes, est-ce qu'ils auraient gagné? Oui. Ils auraient volé mon poste, mon nom, mon fils, et vécu comme des rois. Mais j'ai résisté. Et aujourd'hui,
Chaque matin, je me réveille au son des vagues. Avec Jules, blotti dans sa couette, son dinosaure dans les bras. Et je sais que personne ne tient plus ma vie entre ses mains. Personne. Mais il me restait encore une porte à fermer. Et elle s'est ouverte, plus tôt que prévu. C'est arrivé un dimanche matin. Une grosse enveloppe, cachetée, transmise par le cabinet d'Émilie. L'adresse de l'expéditeur m'a glacé, centre de détention pour femmes de Rennes. Laura. Mais cette fois, ce n'était pas une lettre. C'était une demande officielle. Une requête de droit de visite parentale. J'ai lu chaque page, chaque ligne. Ce n'était pas un appel au pardon. C'était une manœuvre juridique. Rédigée par un nouvel avocat. Stratégiquement construite. Pas une larme. Juste des phrases calculées. Émilie est venue me voir l'après-midi même. Elle tente une brèche, m'a-t-elle dit. Elle veut tester ta réaction. Je dois répondre ? Non. Le juge va rejeter ça sans même lever les yeux. Mais si tu t'emportes publiquement, si tu postes quoi que ce soit ou fais une déclaration, elle s'en servira. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai hoché la tête. Alors on l'éteint. Sans bruit. La requête a été rejetée en 72 heures. Mais quelque chose en moi était resté bloqué. Son audace. Cette conviction qu'elle méritait encore quelque chose. Quelle était la victime? Ce soir-là, Jules m'a demandé s'il pouvait dormir dans mon lit. J'ai dit oui. Il s'est endormi contre moi, une main sur son vieux dinosaure. Et c'est là que j'ai compris. La fermeture, ce n'était pas un moment. Pas un jugement. Pas même la justice. C'était ça. Être là. Dans le silence. Avec l'enfant qu'ils avaient tenté de m'arracher. Et savoir qu'ils avaient échoué. 3 mois plus tard, Malik m'a appelé. « Tu veux toujours la vidéo de l'arrestation de Bernard ?» Je n'y avais même pas repensé. Il me l'a envoyé, une caméra de sécurité du club privé. Bernard, debout, souriant, en train de serrer des mains. Puis les agents arrivent. Les menottes. Le regard figé. Je l'ai regardé une fois. Puis je l'ai effacé. Pas par pitié. Par inutilité. Il appartenait au passé. Un fantôme. Ce matin, j'ai accompagné Jules jusqu'au car scolaire. Il est monté, s'est retourné, a crié. « Je t'aime, papa !» Je l'ai salué longtemps, bien après le départ du car. L'air sentait le sel. Et je me suis dit, avec une certitude absolue. C'est fini. Vraiment fini. Et pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartient. La seule question qui reste. Et vous, à ma place, est-ce que vous les auriez laissés s'en tirer ?